Lors du Grand Prix de Belgique 1992, avec sa Benetton, Michael Schumacher décrochait sa première victoire en Formule 1 au terme d'un week-end historique. Un week-end de première fois, mais aussi un week-end où la F1 est passée proche du drame. Voici la première victoire de Michael Schumacher. Bonne vidéo. Spa 1992. Schumacher vient à bout des deux Williams dans des conditions piégeuses qui feront au fil de sa carrière sa réputation. Une victoire qu'on sentait venir depuis plusieurs Grands Prix, tant l'Allemand s'affirmait comme une star en devenir. Plaçons le contexte d'une Formule 1 agitée pour plusieurs raisons. Depuis 1989, on peut considérer qu'il y a 4 top teams: Williams, McLaren, Ferrari et Benetton. Mais il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'agitation depuis 1991, et cette année 92 est marquée par la domination d'une équipe et d'un pilote, Williams et Nigel Mansell. Voilà 11 ans que le moustachu britannique évolue dans l'élite de la Formule 1. Après un passage chez Lotus, laissant quelques regrets, Nigel a été accueilli par Williams et a décroché ses premiers succès. Luttant pour le titre en 86 et 87, Mansell échoue par 2 fois et rejoint Ferrari en 89. Il Leone séduit le public italien, mais la mayonnaise ne prend pas avec les rouges dont sa gestion en interne est bien difficile. Cette domination Williams-Renault en 1992 prend sa source à la mi-saison 1990. Tout d'abord, Williams est en collaboration avec Renault, revenu en 1989, et les progrès sont notables. De plus, l'écurie de Frank s'est offert les services d'un ingénieur très talentueux, remercié par Leyton House, Adrian Newey. Aussi, dans un marché des transferts agité, après avoir fait miroiter Jean Alesi tout en essayant de recruter Senna, Frank fait revenir Nigel dans son équipe et Moustache se bat pour le titre en 91 avant d'échouer dans le sprint final face à Senna. Peu à peu, dans cette saison 91, la Williams a pris le pas sur la McLaren et s'est affirmée comme la meilleure voiture. Et 1992 devrait être idyllique avec une évolution majeure, les suspensions actives. Pour cette saison, Nigel fait équipe avec l'Italien très apprécié en interne, Riccardo Patrese. Chez McLaren, justement, Ayrton Senna vient de remporter son 3e titre mondial, le 2e consécutivement après une saison très complète du Brésilien. Un succès mérité, mais Ayrton n'est pas dupe. Il a bien vu le retour au sommet de Williams et aborde la saison 92 dubitatif, pour ne pas dire en colère, contre les avancées technologiques des Williams-Renault. McLaren est toujours motorisé par Honda et Gerhard Berger est aux côtés du Brésilien. Chez Ferrari, les temps sont durs et on peut même remettre en question leur statut de top team. En interne, c'est la déroute. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur Prost et Ferrari qui revient en détail sur cette période agitée de la Scuderia. Des choix discutables, en partie responsables de l'échec dans la lutte au titre 90 et d'une voiture ratée en 91. Aucune victoire et une profonde discorde avec Alain Prost qui s'est retrouvé limogé après le Grand Prix du Japon. Durant l'intersaison, le sort du Français est un vrai feuilleton. Dépourvu de top team, Alain choisira de prendre une année sabbatique malgré la possibilité de rouler chez Ligier. Pour 1992, Jean Alesi est rejoint par Ivan Capelli. Enfin, la 4e équipe du haut de la grille, c'est Benetton. Fin 1988, Luciano Benetton, le propriétaire de la marque, a confié son équipe à son responsable en Amérique du Nord, Flavio Briatore. Un businessman déjà controversé, mais qui en l'espace de quelques mois a permis à cette écurie italienne de passer un cap. Signant Piquet aux côtés de Nannini, une paire solide, Briatore s'est également entouré d'ingénieurs talentueux comme Rory Byrne ou Ross Brown. Si, malheureusement, en fin de saison 90, Alessandro Nannini est victime d'un accident d'hélicoptère, mettant fin à une carrière qui prenait un tournant très intéressant, Benetton s'impose par 2 fois en fin de saison. Rejoint par un autre Carioca, Roberto Moreno, la saison 91 est un petit peu plus difficile que prévu, même si Piquet enlève le Grand Prix du Canada à Nigel, faisant une nouvelle Mansellerie. Puis vient le Grand Prix de Belgique où un Allemand va rebattre les cartes. Michael Schumacher, c'est une trajectoire plutôt flatteuse dans son ascension, mais qui ne devait pas arriver si vite en Formule 1. Né en 1969 en Rhénanie du Nord, ce fils de maçon s'affirme très vite en karting, grimpe les échelons et remporte beaucoup de succès malgré des moyens parfois limités. En 1988, après un test en automne 87, Schumacher débarque en monoplace via la Formule Renault 1600 en Allemagne et en Europe.
Michael dispute pas mal de courses et s'habitue très vite à sa nouvelle machine. 3 victoires en championnat allemand, puis 2 victoires en championnat d'Europe qu'il achève à la 2e position derrière Mika Salo. En parallèle, il participe à la Formule Koenig en Allemagne et remporte 9 courses sur 10. C'est pas mal. C'est convaincant et ce jeune Allemand est repéré par un certain Willy Weber qui va devenir son agent. Weber, c'est aussi le patron d'une écurie de F3 WTS. Alors, il teste sa pépite et évidemment, elle impressionne. Schumacher a bien quelque chose en plus. Naturellement à l'aise, tout lui semble facile. Puis humainement, il est impliqué et il sait se tenir. Direction donc la F3 allemande en 1989. Sur le podium lors des 3 premières courses, Michael s'impose dès la 5e manche en Autriche. Il en prend une 2e en fin de saison au Nürburgring et termine 2e ex aequo au championnat avec Heinz-Harald Frentzen et derrière le champion Karl Wendlinger. En fin de saison, à Macao, il remporte la course qualificative mais abandonne lors du Grand Prix. Bref, indéniablement, Schumacher incarne la relève allemande. Stefan Bellof n'a malheureusement pas eu le temps de montrer ce dont il était vraiment capable, et Bernd Schneider ne possède pas du matériel nécessaire pour s'illustrer en F1. Et dans les paddocks, on s'y trompe pas, Schumacher, c'est l'avenir. Pour 1990, Michael rejoint Sauber Mercedes avec Wendlinger et Frentzen. Tous 3 représentent le junior team de la marque à l'étoile. Alors, Schumi est sur 2 fronts dans cette saison 90 entre F3 et Endurance. Malheureusement, son début de saison en monoplace c'est difficile et les doutes s'installent. Heureusement, Michael se rattrape et trouve le déclic nécessaire pour rouler sur le championnat. 5 victoires et le titre. En endurance, encadré par les vétérans Mass ou Schlesser, Schumacher impressionne au volant de ses voitures bien moins nerveuses que les petites F3. Il prend un podium à Dijon et remporte la manche mexicaine sur tapis vert avec Joran Mass après la disqualification de la voiture sœur de Schlesser-Baldi. Puis vient le Grand Prix de Macao. Il y retrouve un rival du karting, Mika Häkkinen, le Finlandais. Ce dernier, très rapide, s'impose en course qualificative et le lendemain, Schumacher prend la tête au départ. Les 2 hommes s'échappent, laissant entrevoir ce que sera la F1 à la fin de la décennie, mais dans les derniers tours, Schumacher commet une légère faute permettant à son rival de pointer le bout de son nez. Alors, l'Allemand se décale et envoie son adversaire dans le rail. Manœuvre évidemment controversée qui, encore aujourd'hui, fait débat. S'ajoute à ça son accrochage en DTM avec Johnny Cecotto, pilote BMW et prétendant au titre. Bref, en 1991, Schumacher est pleinement avec Mercedes en endurance. La marque à l'étoile compte bien rejoindre la F1 et Schumacher fait donc partie des plans du constructeur. Mais il faut être patient. Cette saison est plutôt particulière car l'endurance vit un remaniement technique assez dérangeant. Le Sport 3,5 litres. Peu convaincus de leur fiabilité, Mercedes sépare son équipe. Mass et Schlesser rouleront au volant des vieilles C11 quand Schumacher et Wendlinger mettront au point la nouvelle C291. Bon, au Mans, les jeunes rouleront également avec une C11, et Schumacher se montrera d'ailleurs impressionnant sur le circuit sartois, et en fin de saison, à Autopolis au Japon, Michael prend sa 2e victoire en endurance. Mais quelques semaines plus tôt, il s'est passé un tournant majeur dans la carrière de Michael Schumacher. En effet, pour des raisons extra-sportives, la nouvelle écurie irlandaise Jordan a perdu un de ses pilotes, Bertrand Gachot. Le franco-belge a été emprisonné à Londres après une altercation avec un taxi. Alors il faut un remplaçant et Weber met son pilote sur le coup. Eddie découvre alors à son tour le talent de l'Allemand qui roule pour la première fois en Formule 1 à Silverstone en essai privé. Schumacher impressionne et débute donc la F1 à Spa. Je vous la fais courte, je passe rapidement sur pas mal de détails, mais ce sera pour une prochaine fois, rassurez-vous. Spa, c'est un classique, un redoutable challenge où de l'expérience est conseillée. Ouais, c'est une grande première pour Schumacher qui n'avait encore jamais roulé là-bas. Alors, ça, il ne le dit pas à Eddie Jordan, et il faut croire que Michael apprend vite car il prend la 7e place en qualification, le meilleur résultat d'une Jordan. Cet Allemand, venu de nulle part, explose au monde de la Formule 1. Le lendemain, malheureusement, il est victime d'une casse d'embrayage et ne parcourt que quelques centaines de mètres. Mais en un week-end, Schumacher a bousculé l'ordre établi. L'Allemand a tapé dans l'œil de Flavio Briatore et l'Italien, qui n'a pas peur d'user de méthodes peu orthodoxes, vole entre guillemets Schumacher à Jordan et se débarrasse comme un malpropre de Roberto Moreno. Dès le Grand Prix suivant en Italie, Schumacher est en jaune dans la Benetton aux côtés de Piquet qui vit ses derniers Grands Prix. Malgré quelques erreurs de jeunesse, en 4 courses, Michael confirme que sa place est en Formule 1 et naturellement, il espère décrocher ses premiers podiums en 92. «
1992, c'est bien sûr l'année de Williams-Renault et de Mansell, mais pas que. Comment ne pas évoquer Andrea Moda, cette fantasque écurie italienne qui a fait couler beaucoup d'encre et qui aujourd'hui est devenue mythique. Le remaster d'Andrea Moda, c'est pour bientôt aussi. Malgré des moyens techniques, humains et financiers dérisoires face aux mastodontes de la discipline, et avec l'aide d'un petit peu de gasoline subtilisée à Williams, Roberto Moreno a réussi l'exploit de se qualifier entre les rails de Monaco. 1992, c'est aussi l'année d'un remariage entre Ligier et Renault. Après les poussifs moteurs Lamborghini, Guy espère trouver une certaine forme avec les V10 du Losange, mais malheureusement, c'est assez difficile. Thierry Boutsen et Eric Omas font de leur mieux et à la mi-saison, le Droumois inscrit par 3 fois des points, 6ème au Canada, 5ème en France et de nouveau 6ème en Allemagne. Mais bien sûr, tous les regards sont tournés devant. La saison est marquée par la domination Williams et Mansell dès le début à Kyalami. Pour le retour du Grand Prix d'Afrique du Sud, Nigel confirme les attentes et assume son statut lors des 2 manches suivantes. Victoire et même doublé Williams à Kyalami, puis rebelote au Mexique, Grand Prix où Michael Schumacher prend son tout premier podium, nouveau doublé au Brésil avec encore une fois Schumacher 3ème, pendant que chez McLaren, on s'alarme. Senna critique cette guéguerre électronique et implore son équipe de réagir. Mais ça ne fonctionne pas. En Espagne, Mansell s'impose d'une 4ème fois d'affilée pendant que Schumacher prend la 2ème place. Alesi, au volant d'une Ferrari très décevante, parvient tout de même à prendre un podium. Merci les conditions pluvieuses. À Saint-Marin, si Senna retrouve enfin le podium, Williams retrouve les 2 premières places. Mansell semble enfin en mesure de remporter son premier titre mondial. Cela dit, à Monaco, Nigel nous fait une nouvelle Mansellerie et perd bêtement une victoire en principauté. Senna en profite alors et s'impose entre les rails pour la 5ème fois de sa carrière. Première défaite de Williams et regret éternel pour Nigel. Mais en coulisses, ça s'agite aussi. Absent des Grands Prix, Alain Prost, épaulé par Renault, devrait revenir en Formule 1 en 93 et ce serait chez Williams. Si rien n'a encore été officialisé, en réalité, c'est déjà acté. Une voie royale pour le Français qui dispose même d'un droit de veto pour son équipier. En l'occurrence, il ne veut pas de Senna à ses côtés. Bref, au Canada, Williams et Senna trébuchent et Gerhard Berger s'offre une victoire inattendue, sa 2ème avec McLaren. Schumacher et Alesi l'accompagnent sur la boîte. Retour à la normale en France avec un doublé Williams devant une autre Benetton, celle de Martin Brundle. L'Anglais subit globalement la comparaison avec Schumacher sans pour autant être ridicule. Martin montre de très belles choses. En fait, dans ce Grand Prix, son équipier s'est accroché au départ avec Ayrton Senna. Abandon du Brésilien et les explications entre les 2 pilotes à la fin de l'événement feront le tour du monde. En Grande-Bretagne, le podium est identique, domination de Mansell qui termine devant son équipier Patrese et 3ème on retrouve Martin Brundle. De plus, dans cette course, Damon Hill, âgé de 32 ans, effectue ses débuts en Formule 1 au volant d'une Brabham. Cette écurie est en perdition totale et vit malheureusement ses dernières courses, mais au moins, Damon, pilote essayeur de Williams, devient pilote de Grand Prix comme son double champion du monde de paire. En Allemagne, Mansell s'impose une 8ème fois cette saison devant Senna et Schumacher, sur la boîte devant son public et évidemment très acclamé. Et enfin, en Hongrie, Nigel met un terme au suspense et décroche enfin son premier titre mondial. Après avoir fini 3 fois 2ème, après l'avoir touché du doigt à plusieurs reprises, après 29 victoires en Grand Prix, l'Anglais devient champion du monde et rend à Stirling Moss le record du plus grand nombre de victoires sans titre. Sur ce circuit sinueux, Senna s'impose une 2ème fois cette saison et reprend la 3ème place au championnat à Schumacher. Direction la Belgique. Voilà un an que Michael Schumacher a fait ses débuts en Formule 1. Désormais plus expérimenté, il a déjà pu goûter à l'ivresse d'un podium à domicile. Cela dit, il y a toujours quelques critiques et ces quelques altercations avec Senna font du bruit, même si les 2 hommes préfèrent calmer le jeu. Senna est d'ailleurs très agacé en arrivant en Belgique. Sa McLaren n'est pas au niveau de la Williams et son avenir a du mal à se régler. De plus, Honda ne motorisera plus l'écurie de Ron Dennis et le Brésilien n'est pas rassuré. Après le « je t'aime, moi non plus » entre Ayrton Senna et Frank en 90, le Brésilien tente cette fois-ci concrètement de rejoindre l'écurie de Didcot pour 93, mais sa route est barrée par Prost qui refuse d'être associé à Senna. On a vu comment ça s'est passé chez McLaren en 88 et 89 et le Français ne veut pas revivre cela. Alors, Senna y va de sa critique acerbe. Bon, lui-même a refusé d'avoir Derek Warwick comme équipier chez Lotus en 86, mais on comprend bien sûr sa frustration. Je dis ça pour nuancer parce que c'est facile d'en allumer un ou l'autre. Bref, à côté, la place de Mansell est sérieusement menacée. Désormais champion,
Franck est refroidi par le salaire de son pilote qui pourrait donc quitter la F1 après une année de sacre. Dans les garages voisins, on apprend que Gerhard Berger va quitter McLaren après 3 saisons pour revenir chez Ferrari aux côtés d'Alesi, convaincu par Niki Lauda. Les Rouges vivent une saison très difficile et Berger pourrait être d'une grande aide. Quant à Patrese, il doit trouver une solution et entre en contact avec Briatore. Bref, dans ce Grand Prix de Belgique, Williams peut décrocher le titre constructeur à condition qu'il ne concède pas plus de 10 points à McLaren. Ça devrait le faire. En outre, sur la grille, Paul Belmondo laisse son volant March à Emanuele Naspetti, tandis que Karl Wandlinger, l'autre pilote March, arrêtera sa collaboration avec l'équipe pour rejoindre Sauber dans ses préparatifs. En plus grave, Brabham, cette écurie historique de la Formule 1 aux 2 titres constructeurs et 4 titres pilotes, fait faillite et disparaît de la grille. Lotus est également en danger. Enfin, dans ce Grand Prix, Andrea Sassetti, le boss d'Andrea Moda, est arrêté dans le paddock pour fraude. La fin de cette écurie italienne s'approche également à grands pas. Direction la piste. Par le retrait de Brabham, il n'y a donc plus de séance de pré-qualification et la première fois que les Formule 1 prennent la piste, c'est le vendredi matin pour la FP1. Dans le rapide virage de blanchiment, JJ Leto sur Dallara ramène du gravier sur la trajectoire. Derrière, Eric Comas est surpris et sort de la piste à très haute vitesse. Sa Ligier s'écrase dans le mur et vient s'échouer au milieu de la piste. Dans l'impact, le Français a perdu connaissance et il est resté à fond sur l'accélérateur. Le moteur Renault est donc au rupteur et le pilote court un grave danger car ça pourrait provoquer un incendie. Cette situation interpelle Ayrton Senna qui suivait la Ligier. Le Brésilien s'arrête quelques mètres après l'épave, descend de sa voiture et court pour se jeter dans le cockpit de la JS37 afin de débrancher le coupe-circuit. Un acte héroïque qui sauve la vie d'Eric Comas, encore dans les vapes. Un acte qui a d'ailleurs permis à Senna d'en apprendre plus sur le V10 Renault en relevant le nombre de tours minutes, environ 14 000. Il dira d'ailleurs à Bernard Dudot, il me semble, être impressionné par les moteurs du losange et que Honda a du boulot. Bref, le docteur Sid Watkins prend en charge Eric Comas qui est transporté à l'hôpital et les premiers examens sont plutôt rassurants. Comas ne souffre que d'une commotion cérébrale. Alors, en bon pilote, il se présente le dimanche pour poursuivre le week-end mais on ne lui autorise pas. Bien sûr, le Français remercie grandement Ayrton Senna et lui est éternellement reconnaissant. Et quand on connaît Imola 94, c'est assez triste. Heureusement, le reste du week-end se passe bien et les chronos sont faits le vendredi après-midi, le samedi étant pluvieux. Mansell décroche une pole position indécente avec plus de 2 secondes d'avance sur Ayrton Senna. Schumacher est 3ème devant Patrese, parti en tête à queue, et Alesi devance Berger en 3ème ligne, quand Boutsen prend une belle 7ème place devant son public. Hakkinen est 8ème devant Brundle. Capelli est seulement 12ème. Bon, au vu du chrono de Mansell, il sera difficile de priver le Britannique d'une 9ème victoire cette saison. Mais le dimanche il pleut, et là est peut-être la chance des adversaires. Effectivement, la météo est menaçante le dimanche et il y a beaucoup de vent. De gros nuages noirs planent au-dessus du toboggan des Ardennes, mais il ne pleut pas encore. Alors, tout le monde est en pneus slick avec la conviction que ça ne durera pas au moment de s'installer sur la grille de départ. Mansell à l'intérieur, Senna à l'extérieur, et quand les feux passent au vert, c'est la McLaren qui prend un superbe envol tandis que derrière, Berger reste scotché. Par chance, tout le monde l'évite. Senna passe en tête le virage de la source et les 25 bolides foncent vers le raidillon. En atteignant le sommet, Schumacher fait déjà mieux que dans son édition de 91. Il navigue à la 5ème position derrière Alesi, mais Hakkinen l'attaque dans la ligne droite de Kemmel. Schumacher se protège et double au passage la Ferrari. Devant, Mansell se lance à la poursuite de Senna pendant que les commissaires peinent à dégager la McLaren de Berger. De plus, Martini doit renoncer. Dans le dernier secteur, la pluie commence à tomber et c'est là que Mansell reprend les commandes dans le 2e tour. Gêné, Senna est aussitôt attaqué et dépassé par Patrese, puis menacé par la Benetton de Schumacher.
La course entre déjà dans une nouvelle phase avec un circuit partiellement mouillé. Rapidement, l'averse s'intensifie et Mansell est le premier à s'arrêter au stand, imité par Alesi. Patrese prend donc la tête et la Ferrari sortira devant la Williams. Devant, Senna est en difficulté quand Brundle revient dans l'aileron de son équipier qui plonge au stand au terme du 4e tour. Pneu pluie pour Schumacher. Étonnamment, Senna fait le bouchon mais reste en piste tandis que Brundle et Patrese s'arrêtent à leur tour. Quelques kilomètres plus loin, Alesi referme le trou sur Mansell à la source et endommage sa voiture. Abandon pour le Français qui pouvait pourtant jouer gros. Devant, Senna espère une accalmie avec ses pneus slick, mais il est vite rattrapé par le peloton des gommes pluie composé des 2 Williams et des 2 Benetton tenant le rythme. Dans ces conditions désavantageuses, Senna ne peut lutter et s'incline une nouvelle fois à la chicane de l'arrêt de bus. Mansell retrouve la tête. Puis le Brésilien est débordé par Patrese un petit peu plus tard et enfin par Schumacher au tour suivant, non sans résistance. Brundle suit les traces de son équipier. Dans la manœuvre, les Benetton ont perdu du temps sur les Williams et vont devoir cravacher pour revenir. À la fin de ce 13e tour, Senna se rend et passe en pneu pluie. Le pari n'a pas fonctionné. La course se tasse pendant plusieurs tours et malheureusement, au 28e passage, Thierry Boutsen part à la faute en direction de blanchiment et détruit sa ligier dans le rail. Au tour suivant, à Stavelot, Schumacher fait une petite excursion au-delà du vibreur et laisse ainsi son équipier prendre la 3e place. L'Allemand décide donc, au vu des conditions et au vu des pneus de son équipier montrant des signes d'usure avec du clocage, de regagner les stands passés des slicks. Choix qu'a fait Senna 2 tours plus tôt et le Brésilien tourne 3 secondes plus vite que les Williams. C'est donc un choix judicieux que fait le pilote Benetton qui ressort 4e. Il faut maintenant tout donner. Brundle limite au tour suivant, mais l'arrêt est plus long et Schumacher reprend donc la 3e place. Dans le même temps, Senna part à la faute en voulant se défaire de Leto. Grand prix difficile pour le Brésilien. Tout le contraire de Schumacher qui avec ses pneus slick remonte très vite sur les Williams. Alors, chez Franck et Patrick, on s'active et on appelle ses pilotes. L'Italien s'arrête en premier, 4 tours après la Benetton de l'Allemand, et ressort derrière cette dernière. Schumacher prend donc la 2e place. Au tour suivant, c'est Nigel qui stoppe et change de pneu et, même chose, il perd sa place au profit de la Benetton. Schumacher se retrouve donc pour la première fois de sa carrière en tête d'un Grand Prix et il reste 10 tours de course. Il compte 4 secondes d'avance sur Mansell et plus de 20 sur Patrese. L'Allemand est sur un autre rythme dans ces conditions difficiles. On l'avait entreaperçu en Espagne et il confirme son aisance sur le mouillé à Spa. Michael ne ménage pas son effort et prend le meilleur tour en course. Il se détache de Mansell, victime d'un ennui d'échappement. Les tours s'égrènent et chez Benetton, on retient son souffle. Schumacher ne fait aucune erreur et remporte avec brio son premier Grand Prix de Formule 1, un an après ses débuts ici même. Après Wolfgang von Trips à 2 reprises en 61 et Jochen Mass en 75, l'Allemagne retrouve la plus haute marche du podium. Mansell et Patrese le complètent. Brundle, Senna et Häkkinen prennent les places d'honneur. Chez Benetton, la joie est immense et Schumacher est comme un gosse, vainqueur de Grand Prix à seulement 23 ans. I really can't describe it. I mean, it's something crazy. But I really have to say, in the whole weekend, I felt that we're quite good. And I don't know why, but when I was in the motorhome today, I thought I'm able to win this race. And that was unbelievable. And I have to say thank you to the team. I think the German fans have waiting a long time for Formula 1 Grand Prix victory. And I really give this victory to the German fans, I have to say. One incident where you ran wide and then you came into the pits for dry tyres. What happened there? I just missed the apex a bit, turned in a bit too late and went a bit over the grass. Actually, I was happy that I didn't hit the barrier.
But at that time I was behind Martin and I could see that his tires were blistered, and that was a good situation for me, and immediately I decided to go in for tyre change. Surely a big party tonight at Benetton. Yeah, surely. Le public allemand accueille comme il se doit leur nouveau héros. Schumacher, qui a grandi à 100 km de là, décroche donc la première de ses 91 victoires en Grand Prix. Ce jour-là, il a repris le flambeau de Beloff. Chez Williams, les pilotes se montrent bons joueurs également et félicitent le nouveau gagnant. Sûrement que le fait d'avoir remporté le titre constructeur aide un petit peu. Grand jour pour Renault également, qui décroche enfin le titre mondial après les échecs de 82 et 83 en tant qu'équipe complète. La fin de saison 1992 voit chaque Grand Prix être remporté par un pilote différent. Senna s'impose à Monza devant Brundle et Schumacher, puis c'est Mansell qui égale le record de victoires en une saison avec 9 succès au Portugal. Grand Prix qui va Patrese se faire une belle frayeur d'ailleurs. Mais l'Italien s'impose enfin en 92 lors du Grand Prix du Japon, qui est donc sa 6e et dernière victoire en Grand Prix. Enfin, en Australie, dans une course mouvementée, Berger s'impose pour sa dernière course avec McLaren devant Schumacher et Brundle. La fin de saison de Benetton est donc très encourageante et Michael finit même 3e au classement pilote devant Senna. Si 1993 est une bonne saison, il doit attendre 1994 pour enfin décrocher un titre mondial. Controversé pour le premier, certes, mais sans contestation pour 95. Au sommet, après 2 titres, l'Allemand prendra le pari de rejoindre Ferrari en 1996. La suite, on la connaît. Cette victoire de 1992 est l'une des plus belles de Schumacher, car elle a été clairvoyant et rusé pour choisir les bons pneus au bon moment. S'en est suivi un numéro d'équilibriste et de force brute pour s'échapper de la Williams. Tout au long de sa carrière, Spa sera un rendez-vous spécial pour lui. Sa première course, sa première victoire, l'une de ses plus belles en 95 en revenant des abysses. En 2001, il prend le record de victoire à Prost avec un 52e succès. En 2004, il prend son 7e titre au mondial. En 2011, il fête ses 20 ans de présence en F1 et en 2012, pour sa dernière sur le toboggan des Ardennes où s'est imposé 6 fois, le record, il dispute son 300e Grand Prix. Spa et Schumacher, c'est aussi une histoire particulière. Et on arrive au bout de celle-ci, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker, voilà, vous savez, vous connaissez le truc, hein, ça aide, en plus ça fait plaisir. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, mais surtout n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. À la prochaine. En espérant que ce week-end, on a un Grand Prix de Belgique aussi beau que celui de 1992. Après, les Grands Prix de Belgique, en général, ils sont beaux. Hein. C'est un circuit, malgré son ancienneté et le fait qu'il ait gardé grande part de son identité, un petit peu plus depuis les derniers aménagements de 2022, avec plus de bacs à gravier, tout ça, qui rendent les sorties de piste plus facilement pénalisables, même si on est très clairement sur un circuit moderne dans son aspect. Le tracé, il n'a pas bougé quoi, depuis les années 80, donc on est sur un circuit à l'ancienne. Et malgré ça, il s'est bien adapté à la formule actuelle. Enfin, la formule actuelle est bien adaptée à Spa-Francorchamps, et ça c'est bien. Possibilité de doubler, les pilotes se font plaisir, il y a du suspense, il y a du monde aussi, hein, parce que c'est un des grands prix les plus populaires. Voilà, c'est toujours cool d'aller à Spa-Francorchamps. Et puis, il y a beaucoup d'histoires à raconter. Hein. Quasiment chaque édition du Grand Prix de Belgique peut être sujet d'une vidéo. Voilà. Bref, parenthèse, pas terminée parce qu'il y a encore le Grand Prix à vivre, mais 2 vidéos sur Spa-Francorchamps et la Belgique, fait. Bref, des bisous.